Le 10 janvier 49 avenue Jésus-Christ, Gaius Julius César traversa le fleuve Rubicon avec sa 13e légion. Des siècles plus tard, l'historien Suétone écrirait qu'en traversant le fleuve, César prononça la phrase latine « Alea iactae », signifiant « le sort en est jeté », marquant un point de non-retour. Le Sénat romain avait donné l'ordre à César en 50 avenue Jésus-Christ de dissoudre ses légions avant d'atteindre le Rubicon, la frontière nord de l'Italie. Selon la loi de L. Imperium, de la République, les commandants de légions devaient dissoudre leurs armées avant de traverser le Rubicon. Cependant, César était conscient qu'il s'agissait d'une manœuvre politique. Son rival politique, Pompée, se préparait à l'accuser de désobéissance et de trahison. De plus, entrer à Rome sans ses pouvoirs militaires faciliterait son inculpation et éventuellement son exécution. Par conséquent, César décida de défier l'ordre du Sénat, traversant le Rubicon avec son armée, entraînant inévitablement Rome dans une ère de guerres civiles interminables et sanglantes. Les figures militaires de la République commencèrent à assumer des rôles politiques les unes après les autres. César, s'opposant à Pompée et menant des campagnes militaires s'étendant de l'Espagne à l'Égypte, remporta d'importants succès. En fin de compte, au début de l'année 44 avenue Jésus-Christ, avec la confiance d'avoir vaincu tous ses rivaux, César retourna à Rome et se déclara « dictateur perpetuus », dictateur à perpétuité. Cependant, à partir de ce moment-là, Rome devint un endroit plus dangereux pour César. L'historien Tite Live identifia 3 événements distincts qui préparèrent sa chute. Le premier fut l'humiliation des sénateurs lors d'une cérémonie au temple de Vénus Génitrix, un incident souligné également par les historiens romains Cassius Dion et Suétone. Pendant la cérémonie, de nouveaux titres devaient être attribués à César pour ses exploits. Cependant, César ne se leva pas en l'honneur des sénateurs présents et exprima qu'il avait déjà assez de titres proposés. Le rejet du cadeau offert par le Sénat et le mépris envers ses membres sans respect des règles appropriées donnent l'impression que César ne considérait plus le Sénat comme important. Un autre événement souligné par Tite Live eut lieu en janvier 1944 avenue Jésus-Christ. Ce jour-là, les représentants du peuple Gaius Epidius Marulus et Lucius Flavius se promenaient autour du forum. En approchant des rostres, la zone de discours, ils remarquèrent une couronne de laurier sur la tête d'une statue de César. Étant donné sa symbolique de royauté et du dieu Jupiter, les représentants ordonnèrent immédiatement le retrait de la couronne de la tête de César. Bien que l'incident n'ait pas été largement poursuivi, les événements des jours suivants entraînèrent un mécontentement croissant et des protestations vocales. César avait considérablement accru sa popularité parmi le peuple pendant les guerres gauloises et la guerre civile, devenant une figure politique aimée. Cependant, cet amour se manifestait parfois par des excès indésirables. Le 26 janvier, alors que César chevauchait le long de la voie appienne, un petit groupe qui le saluait éclata en chant de « Rex », signifiant « roi ». Sur ce, les représentants du peuple Marulus et Flavius ordonnèrent leur arrestation, et quelques jours plus tard, César, au Sénat, assura la destitution de Marulus et Flavius de leurs fonctions, invoquant leur opposition à lui. Cette attaque excessive contre les représentants du peuple conduisit finalement à la perte de pouvoir de César au Sénat. Le troisième événement de la série qui mena à la chute de César eut lieu le 15 février 44 avenue Jésus-Christ, pendant la fête des Lupercales. Le consul Marcus Antonius, l'un des commandants les plus précieux de César, plaça une couronne de laurier sur la tête de César et excita les spectateurs en disant « Le peuple romain te l'offre ». Soudain, des acclamations et des cris éclatèrent dans la foule. Alors que beaucoup acclamaient César comme roi, quelques-uns essayaient de comprendre les événements avec des regards anxieux. Cependant, César posa calmement la couronne de côté, déclarant « Le roi des Romains n'est que Jupiter ». Néanmoins, cette brève démonstration perturba plus d'un regard scrutant la foule. La mèche du complot contre César fut allumée le soir du 22 février lors d'une réunion secrète entre le sénateur Cassius Longinus et Marcus Brutus. À la fin de la réunion,
les deux décidèrent d'empêcher César de devenir le roi de Rome à tout prix. Si nécessaire, ils étaient prêts à le tuer personnellement mais ne permettraient jamais que la République soit détruite. Les murmures de leur plan résonnèrent rapidement dans les couloirs de Rome. Bien qu'il ne nécessitât qu'une personne pour tuer une autre, Brutus estimait que pour que l'assassinat de César soit perçu comme l'élimination légitime d'un tyran, il devait impliquer de nombreuses personnes. Ces personnes devaient être des personnalités politiques ou militaires éminentes à Rome. Ainsi, l'assassinat reposait sur un équilibre délicat. Les objectifs principaux étaient de tuer César et de rassembler suffisamment d'hommes pour lutter contre ses partisans. Cependant, les personnes impliquées devaient être soigneusement sélectionnées pour éviter que le complot ne soit révélé. Par conséquent, les jeunes impulsifs et les aînés ignorants furent exclus de la conspiration. Le 2 mars, Quintus Labeo répondit positivement à l'invitation de Brutus. Peu de temps après, le 7 mars, influencé par Labeo, Decimus Brutus, Gaius Trebonius, Tilius Cimbé, Minucius Basilus, et les frères Gaius et Publius Servilius Casca firent partie de la conspiration. Certains hommes politiques qui avaient soutenu Pompée pendant la guerre civile et étaient alignés sur César commencèrent également à rejoindre le complot. En fin de compte, environ 60 à 80 personnalités importantes de la politique romaine s'étaient rassemblées autour de Brutus et de Longinus. Les conspirateurs tenaient leur réunion avec un grand secret, se réunissant en petits groupes chez les uns et les autres pour élaborer un plan et discuter de sa mise en œuvre. L'inclusion de Cicéron et de Marcus Antonius dans la conspiration, tous deux occupant des positions importantes dans la politique romaine à l'époque, a fait l'objet de nombreuses discussions. Cependant, Cicéron était jugé excessivement prudent, et on conclut que Marcus Antonius était trop loyal envers César. De plus, pour éviter une opposition potentielle et pour bloquer la menace, des discussions ont eu lieu sur la nécessité de tuer Marcus Antonius aux côtés de César. Brutus s'opposa vivement à cette idée, car la mort de Marcus Antonius pourrait politiser l'événement. Finalement, comme l'assassinat était non seulement un acte politique mais aussi porteur de valeurs poétiques et esthétiques en mettant fin au règne d'un tyran dans les rêves de Brutus, il fut décidé de ménager Marcus Antonius. Les conspirateurs commencèrent ensuite à planifier comment assassiner César. Ils croyaient que l'endroit et la manière dont César serait tué feraient une différence significative. Un assassinat dans un endroit caché serait moins efficace que celui au cœur de Rome, à la vue de tous. Certains étaient en faveur de tuer César alors qu'il marchait sur la Via Sacra, la voie sacrée. À l'inverse, le jour des élections consulaires était également proposé comme une option appropriée. Cependant, la majorité des sénateurs préféraient que César soit tué lors d'une des réunions du Sénat. La principale raison en était que seuls les sénateurs étaient autorisés à entrer dans le bâtiment du Sénat. Les gardes personnels de César devaient attendre à l'extérieur du bâtiment, facilitant ainsi son assassinat. De plus, certains estimaient que tuer un tyran devant le Sénat serait perçu non pas comme un complot politique mais comme un acte noble fait pour le bien de leur pays. Ainsi, toutes les préparations pour le plan furent faites. César prévoyait de quitter Rome pour une campagne militaire à l'Est le 18 mars. Par conséquent, la date de l'assassinat fut fixée au 15 mars. Cette date coïncidait avec la dernière réunion du Sénat avant le départ de César pour la campagne orientale. Lorsque le jour arriva, les sénateurs se rassemblèrent au théâtre Pompée car le bâtiment du Sénat dans le Forum était en rénovation. Cependant, César était en retard. Selon les historiens romains, dans la nuit du 15 mars, sa femme Calpurnia fit un rêve et empêcha son mari d'assister à la réunion du Sénat, craignant qu'il ne soit tué. Selon divers récits, Calpurnia avait rêvé de la mort de César de différentes manières cette nuit-là. La source probable de son inspiration était les paroles du devin Spurina, qui avait averti César qu'il serait en danger jusqu'aux ides de Mars. Outre cette situation alarmante, César, utilisant sa santé moins que parfaite comme excuse, consulta les sénateurs sur la possibilité de reporter la réunion. Cependant,
Decimus Brutus, parti de la conspiration et ami proche de César, l'encouragea à ne pas décevoir les sénateurs qui s'étaient déjà rassemblés depuis longtemps. Suétone, l'historien, écrivit qu'en se rendant au Sénat, César reçut un avertissement d'une personne qu'il rencontra, indiquant un complot d'assassinat contre lui. Cependant, comme beaucoup d'autres notes qu'il recevait, César plaça cette note parmi d'autres qu'il tenait dans sa main gauche pour les lire plus tard. Lorsque César entra dans le bâtiment et prit place, il parut assez joyeux. Malgré le fait que nous étions le 15 mars et qu'aucun mal ne lui arrivait, il se moqua même du parent Spurina à la porte. « Eh bien, les ides de mars sont arrivées, dit César à Spurina, auquel le devin répondit, « Oui, elles sont arrivées, mais elles ne sont pas encore passées. » Après cet bref échange, lorsque César entra dans le bâtiment et s'assit, les conspirateurs l'entourèrent comme pour lui rendre hommage. Lucius Tillius, en particulier, avança en plaidant pour la grâce de son frère exilé. Cependant, César, d'un signe de tête signifiant le refus, rejeta sa demande malgré l'insistance. Néanmoins, Lucius continua d'avancer, agrippant la toge de César et le tirant vers lui. Confus par ce qui se passait, César s'écria, « C'est de la violence. » Certaines choses se produisirent rapidement, et l'un des frères Casca, s'approchant par derrière, porta un coup de poignard juste en dessous de sa gorge. Selon Plutarque, César se retourna et s'écria, « Casca, misérable, que fais-tu » Casca, effrayé, appela son frère et déclencha l'action de tous les conspirateurs. Ainsi, entourant César, ils le poignardèrent à plusieurs reprises au milieu des regards horrifiés de centaines de personnes. Si César tenta de s'échapper, c'était en vain, car un rideau de sang tomba sur ses yeux, et il s'effondra par terre. Cependant, les organisateurs de la conspiration n'avaient aucune intention de s'arrêter. César, l'un des plus grands génies militaires de l'histoire romaine, fut abattu de 23 coups de poignard. Il était encore en vie, regardant ses assassins avec des yeux couverts de sang. Certains historiens affirment même que, se tournant vers Marcus Brutus, il dit, « Toi aussi, mon fils ?» Cependant, sa fin complète était imminente. Après cela, les conspirateurs laissèrent César mourant dans le théâtre Pompée et coururent dans les rues en criant, « Citoyens de Rome, nous sommes libres à nouveau. » La ville était plongée dans la peur et la panique, qui ne commencèrent à se calmer qu'après que Marcus Antonius eut réussi à convoquer le Sénat 2 jours plus tard. En annonçant que les conspirateurs ne seraient pas punis, Marcus Antonius lança une période de réconciliation. Cependant, l'amour du peuple pour César ne pouvait être éteint. Après les funérailles, une grande foule, tenant des torchers, marcha vers les maisons de Brutus et Cassius. En chemin, ils rencontrèrent Helvius Cinna, et le prenant par erreur pour le conspirateur Cornelius Cinna, le tuèrent, montant sa tête sur une lance et la faisant défiler dans les rues de la ville. Après cela, ils descendirent au forum et érigèrent un monument en marbre numide, gravant l'inscription « Au Père de la Patrie » pour honorer César. Après sa mort, César fut divinisé avec l'approbation du Sénat et du peuple. Lors des Jeux organisés par son successeur Auguste en son honneur, le forum romain fut orné de statues de César. Un mur fut construit autour du bâtiment où il avait été tué, et la décision fut prise de ne plus convoquer le Sénat à la date du 15 mars. Après la mort de César, Rome ne trouva pas la paix, et cet événement alluma la mèche de la deuxième période de guerre civile, qui aboutirait finalement à la victoire d'Auguste. Ceux qui tuèrent César ne vécurent pas plus de 3 ans, et certains furent contraints de se suicider avec les mêmes poignards qu'ils avaient utilisés pour le tuer. Le 14 février 44 avenue Jésus-Christ, César se proclama dictateur à vie. Vêtu de robe pourpre royale et assis sur un grand trône en or, il prévoyait une grande campagne militaire contre l'Est. Beaucoup croyaient qu'il serait un nouveau Alexandre, et ses victoires surpasseraient même celles d'Alexandre le Grand. Cependant, l'histoire ne le permettait pas exactement un mois plus tard, le 15 mars, lorsque Gaius Julius César entra dans le théâtre Pompée,
il s'effondra au sol sous les 23 coups de poignard déchaînés par les sénateurs impitoyables qui l'entouraient. Dans une mare de sang, au pied de la statue de son plus grand ennemi, Pompée, il rendit son dernier souffle. Sa mort apporta un certain soulagement aux républicains, mais ce soulagement ne serait pas suffisant pour sauver la République.